c'est photographie documentaire et philosophie de terrain. Ah non, donc il s'agit de photographie, non pas de cinéma. C'est ça m'intéresse pas beaucoup, parce qu'on connaissait la, comment ça s'appelle, la docu-fiction, le cinéma de fiction, le documentaire de fiction, ou le documentaire et la photographie documentaire, je ne le connaissais pas. Alors donc, je te donne la parole, mais s'il y a quelqu'un qui se présente, vous présenterez ça à la page ouverte pour que l'on puisse. Voilà, Christiane, je te donne la parole. Bien, donc d'abord, je te remercie, René, d'une part de m'avoir invité, et d'autre part de m'avoir déculpabilisé, parce que je croyais être arrivée avec un quart d'heure de retard. En fait, j'étais arrivée avec une demi-heure d'avance. Donc, ça me rassure plutôt, j'avais peur d'être en retard. Alors, donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est sur photographie documentaire et philosophie de terrain. Philosophie de terrain, j'imagine que c'est un concept qui vous est assez étranger. Donc c'est de celui-là que je vais parler d'abord, et ensuite de la manière dont les deux s'articulent l'un par rapport à l'autre, puisque en fait, je fais moi un travail de philosophie de terrain, je suis philosophe, avec un photographe qui est un photographe documentaire. Alors, donc, en fait, ça va se dérouler, disons, en deux grands moments. Il y aura un premier moment où je pose la question qu'est-ce qu'un terrain philosophique? Parce que normalement, la philosophie, c'est de l'abstraction, donc ça paraît tout à fait paradoxal de parler d'un terrain philosophique. Et cette première partie, donc, sur le terrain philosophique, je l'achèverai, enfin, je la conclurai, par un bref épilogue sur le rapport de l'esthétique au terrain. Et puis, dans un second moment, je vous présenterai un travail particulier qui articule photographie documentaire et philosophie de terrain, et qui est un travail que j'ai fait au Chili, donc, en collaboration avec le photographe Philippe Bazin. Donc Philippe Bazin, c'est un photographe très connu, c'est un photographe documentaire qui s'est fait connaître d'abord par un travail sur les visages. Oui, excuse-moi. Bazin. Il est en rapport avec André Bazin, non? Mais heureusement, tu le connais, hein? Tu as déjà dîné avec lui? Ah, je le connais. Ah, mais bien sûr, oui, d'accord. Excusez-moi, c'est Philippe. Il se trouve en outre que nous vivons ensemble. Non seulement tu le connais, mais il t'a donné plusieurs de ses bouquins de photodocumentaire. Donc, précisément cette question-là, on a choisi de l'articuler ensemble, c'est-à-dire de mettre en évidence une relation entre esthétique et politique autour de problématiques philosophiques. Donc, interroger un terrain politique, l'interroger de manière philosophique, mais avec un rapport spécifique à la dimension esthétique. Voilà, c'est ce qui, effectivement, mobilise en fait notre choix. Alors donc je commence par le premier point dont je vous ai parlé, à savoir qu'est-ce qu'un terrain philosophique. Et ce premier point lui-même, je l'articulerai en 4 moments. Un premier moment qui sera une histoire particulière du rapport au terrain. Et en fait, simplement pour vous donner des éléments, non pas dans le but de faire une autobiographie, je trouve ça absolument ridicule, mais juste pour montrer ce que peut être un parcours spécifique par rapport à la question du rapport à la philosophie. Un deuxième moment qui sera l'expérience initiatrice du milieu de nulle part. Le milieu de nulle part, c'est un ouvrage que j'ai vu l'année d'ailleurs, que j'ai donc écrit en collaboration
avec le photographe Philippe Bazin et qui est paru aux éditions Créafis. Donc ça s'appelle Le milieu de nulle part. Et dans un troisième moment, des formes différenciées de l'immersion. Qu'est-ce que ça veut dire une immersion dans le terrain, où j'aborderai ce que j'appelle une politique de l'entretien par rapport à la question philosophique. Normalement, la philosophie ne se mène pas à partir d'entretien, et moi j'ai choisi exactement le contraire, c'est-à-dire de mener mon travail philosophique à partir d'entretien. Et enfin, un quatrième moment qui s'intitule Distance et rationalité. Donc, j'introduis la question d'abord. Est-ce que je parle assez fort pour tout le monde? Oui. Oh, oui, oui, d'accord. Je suis pas assistant, mais comme je suis sûr, ça compense. D'accord. Alors, la notion de terrain philosophique n'a pas, à ma connaissance, d'existence antérieure à celle que je tente d'élaborer ici, bien qu'elle fasse, pour ce qui me concerne, partie de ma pratique, et qu'elle constitue aussi, à des degrés divers, la pratique nourricière de quelques-uns des plus importants philosophes actuels. Elle a originellement, pour moi, valeur polémique, cette idée donc de philosophie de terrain. Elle s'inscrit à l'encontre d'une représentation idéaliste et purement académique de la philosophie, telle qu'elle s'est standardisée dans l'institution universitaire et telle qu'elle perdure dans la majorité des lieux d'enseignement de la philosophie. Telle aussi qu'elle a fini par intégrer l'option phénoménologique qui domine actuellement, malheureusement, la philosophie, qui, comme l'a très pertinemment montré Don Punchenko, a fini par s'infléchir largement vers le théologique. Durkheim avait, donc Durkheim, le sociologue évidemment, avait dès la fin du XIXe siècle éprouvé ce poids dévitalisant de l'abstraction, qui l'avait poussé à s'émanciper de sa formation philosophique, pour fonder, puisqu'il était philosophe au départ, il avait fait des études de philo, pour fonder en France la discipline sociologique élaborée à la même époque par Weber en Allemagne. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, des figures comme celle de Bourdieu en sociologie ou de Lévi-Strauss en anthropologie reconduisent cette volonté vitale de prendre du champ par rapport à leur formation philosophique initiale pour se tourner vers le terrain. Et effectivement, Bourdieu comme Lévi-Strauss sont tous les deux issus de la philosophie, ont tous les deux eu la formation universitaire philosophique tout à fait classique. Mais justement, ils l'ont entièrement remise en cause. Et c'est précisément par cette remise en cause qu'ils en sont venus dans le champ des sciences humaines. Et pour ma part, j'ai choisi au contraire de rester dans le champ de la philosophie en remettant en cause exclusivement cette dimension phénoménologique et idéaliste de la philosophie pour ramener la question du terrain en philosophie à partir d'un questionnement politique. Une telle option, donc cette option-là, c'est-à-dire d'abandonner la dimension purement abstractive de la philo, a produit diverses modulations de la rivalité universitaire entre philosophie et sciences humaines, des crispations disciplinaires et des conflits académiques qu'elle a générés. Mais elle a produit aussi les rencontres les plus fructueuses de la philosophie contemporaine. Ses rapports avec la psychanalyse, Lacan, avec l'antipsychiatrie, Deleuze et Guattari, sa relation avec la discipline historique, Foucault et Dumézil, ses échanges avec le terrain politique, Châtelet ou René Scherer aussi d'ailleurs, ses possibilités d'inscription dans le champ social, Simone Veil, qui a vraiment été une des grandes représentantes de cette philosophie de terrain. Je parle évidemment de la philosophe et pas de la politicienne. Pour des auteurs aussi divers, voire antagonistes, que Michel Foucault ou Simone Veil, la présence sur certains terrains, pour Foucault en particulier sur le terrain des prisons, mais aussi sur le terrain de la révolution iranienne, pour Simone Veil sur le terrain ouvrier, en allant travailler en usine, en milieu ouvrier, mais aussi sur le terrain de l'Allemagne des années 30, dans laquelle elle est allée faire un véritable travail de terrain philosophique auprès des syndicalistes allemands en pleine montée du nazisme.
c'est-à-dire plein au moment où ce syndicalisme était en train de subir les pires risques. Donc pour des auteurs aussi divers, antagonistes, Michel Foucault et Simone Veil, la présence sur certains terrains, loin de constituer une trahison de leur discipline, en a au contraire été un motif de revitalisation. La question du terrain me paraît donc être un enjeu majeur, bien que fort peu interrogé, de la philosophie contemporaine. Simone Veil s'écrit avec un W. Alors attention, avec un V, c'est la politicienne de droite. Il faut que tu l'écrives. Il faut que tu l'écrives. La philosophe Simone Veil, qui est de l'époque de Jean-Paul Sartre, elle a écrit avant la guerre. Je ne sais pas quand c'est qu'elle est morte. Elle est morte tout simplement en 1941. Elle est morte pendant la guerre. Elle est morte. Elle s'est laissée mourir de faim à Londres. En fait, et elle est morte de très jeune, elle avait 3 ans. Et donc elle a écrit en fait. Elle était plus que Front populaire, elle trouvait même le Front populaire de droite par rapport à ce qu'elle souhaitait. Elle a écrit en fait plusieurs ouvrages, dont l'un s'appelle L'enracinement. Et l'autre a été publié sous le titre La condition ouvrière, mais en fait, c'est un recueil de textes. Il y a eu une thèse très intéressante de quelqu'un qui s'appelle qui a été soutenu avec Marc Jiménez il y a 2 ans à la Sorbonne, a pu l'obtenir peut-être, parce qu'elle est intéressante du point de vue esthétique, parce qu'il a étudié, il s'appelle Antoine Nassif ou Antoine Nassif, je ne sais pas quel est son nom, parce que parfois il raccourcit, donc il la longue. Alors j'ai jamais compris que, étant donné son écriture, comment il s'appelait exactement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il a passé une thèse sur Simone Veil et le surréalisme et ses relations qui sont d'ailleurs qui sont assez diverses, mais c'est une thèse intéressante qui doit absolument, je ne crois pas qu'elle ait été éditée. Je ne crois pas qu'elle ait été éditée, mais elle a été soutenue avec Marc Jiménez, qui est professeur d'esthétique à Paris 1, il y a 3 ou 4 ans à peu près. Et il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Antoine Nassif, ou Nassif. Tu n'as jamais vu cette thèse. Enfin, excuse-moi de t'avoir interrompu, je te laisse la parole. Cela dit, je suis très intriguée. Mais vous pourrez les trouver, parce que si on cherche avec les thèses sont accessibles, c'est des thèses d'État, donc c'est inscrit aux thèses. Or, une thèse est sur Simone Veil en bibliothèque, vous devez pouvoir vous la procurer par comment ça s'appelle, c'est pas photocopie, comment ça s'appelle, c'est pas des vidéos, des thèses qui sont enregistrées en et qui PDF, sont reproduites, comment ça s'appelle? C'est ça. Alors, on va le citer. Cela dit, je suis très intriguée de savoir ce qu'on peut écrire comme thèse sur la relation de Simone Veil et sur le réalisme. Ça me laisse perplexer. Alors, donc, là j'ai fait l'intro, et donc premier point, une histoire particulière du rapport au terrain. Donc là je vais juste dire quelques éléments de mon parcours par rapport à ça. Dans ma propre histoire, ce rapport au terrain
à ce que Nietzsche aurait sans doute appelé une généalogie. De manière très métaphorique, il m'a poussé à quitter violemment la philosophie dès l'achèvement de mes études à 21 ans, pour une expérience de quelques mois dans l'agriculture au Sénégal. Il m'a poussé ensuite à vouloir enseigner en lycée d'enseignement professionnel. Et c'est dans ce contexte que j'ai fait mon premier entretien, inopinément, à l'âge de 22 ans, dans un train qui me menait à Nantes, en interrogeant pendant 2 heures une boulangère sur un autoportrait nu d'Egon Schiele, à propos duquel je préparais un cours. La richesse et la réactivité de la parole, la liberté du ton, la puissance de l'image à solliciter le discours et du discours à susciter l'imaginaire, la profusion des résonances, m'ont donc plus appris en 2 heures dans ce train que je n'en avais acquis en une année entière auprès d'un plat sectataire de Winkelmann sur les questions esthétiques. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le train, j'étais en train de préparer un cours sur l'artiste donc Egon Schiele, et j'avais donc un livre d'Egon Schiele ouvert devant moi, et il y avait face à moi une dame, il y avait à côté de moi plutôt une dame qui lisait, je ne sais pas, Jour de France, Marie-Claire, Gala, je ne sais quoi, et j'ai vu progressivement elle se détourner de sa propre lecture pour regarder par-dessus mon épaule. Et au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que ça vous intéresse? Et elle me dit, ben oui. Et je lui dis, pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Et tout à coup, elle s'est mise à me parler de ces images, à me dire tout ce que ça lui évoquait, tout ce que ça suscitait dans son imaginaire, comment ça la renvoyait à d'autres images qu'elle avait vues, et en particulier à des images qui étaient des images de camps d'extermination, alors que Schiele faisait un travail érotique. Donc c'était extrêmement étonnant, complètement ahurissant. Et donc j'ai pris en note au fur et à mesure ce qu'elle m'a dit. J'ai commencé à prendre en note quand j'ai vu que j'étais vraiment très surprise par tout ce que ces images suscitaient en elle. Donc j'ai commencé à prendre des notes et j'ai pris des notes comme ça pendant 2 heures. Et quand le train est arrivé, elle m'a dit, oh mais j'ai dû vous raconter que des conneries, j'y connais rien. Je dis, comment ça, vous ne connaissez rien? Vous savez, moi je suis boulangère, hein, je connais rien à tout ça. Mais je lui dis, écoutez, ce que vous m'avez dit, c'est ultra riche. Elle me dit, ah mais ça je ne crois pas. Je lui dis, donnez-moi votre adresse et je vous enverrai le décryptage de l'entretien. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Donc j'ai pris son adresse, j'ai décrypté l'entretien chez moi et je lui ai envoyé le décryptage. Et elle m'a répondu en me disant, en recevant le texte, j'ai pleuré. Elle m'a dit, je n'aurais jamais imaginé que j'avais pu dire des choses pareilles. Elle ne savait même plus elle-même ce qu'elle avait dit. Et ça, pour moi, ça disait quelque chose de très puissant sur la richesse de ce qu'est un entretien. Quand on fait un entretien, on fait dire à la personne plus que ce qu'elle pensait dire originellement. Et soi-même, du coup, on en apprend évidemment beaucoup plus que ce qu'on était supposé simplement demander. Et c'est pour ça que pour moi, l'entretien n'est pas une enquête. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de découvrir une vérité et finalement de pousser quelqu'un à l'aveu, pas du tout. Il s'agit de susciter en l'autre quelque chose dont lui-même n'est pas véritablement conscient, et par là qui suscite en soi aussi, y compris en tant que philosophe, quelque chose dont on n'était pas conscient au départ. Et c'est pour ça que je dis ici dans ce texte, en fait, que j'en ai beaucoup plus appris en 2 heures que je n'en avais appris en 2 ans de cours d'esthétique à la fac sur Winkelmann, avec un abruti de prof qui ne connaissait rien et qui juste tournait sa ritournelle universitaire. Voilà. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui doit nous interroger sur cette question d'une politique de l'entretien. C'est un peu psychanalyste, ça. Non, alors c'est pas psychanalyste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire dire à l'autre quelque chose qui serait son inconscient, pas du tout. Il s'agit juste de susciter quelque chose qui va pouvoir, qui est au-delà de ce que la personne imaginait pouvoir dire, qui est au-delà de ce que soi-même on imaginait pouvoir penser, et qui va produire un texte créatif, en fait. Un texte créatif qui est entièrement nouveau, qui était inenvisageable au départ. Et moi, je m'en suis rendu compte non seulement en faisant moi-même des entretiens avec des gens, c'est-à-dire en étant interrogateur dans l'entretien, mais aussi en répondant à des entretiens qui sont arrivés qu'on m'interroge en tant que philosophe. Et ça m'a à chaque fois fait cet effet-là, c'est-à-dire de lire dans le texte de l'entretien plus que je ne croyais avoir dit. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est la créativité
du dispositif d'entretien. Quand il est attentif, c'est-à-dire quand ce n'est pas des QCM, hein, quand il ne vise pas juste à question-réponse. Et pour cela, précisément, il faut que les questions ne soient pas préparées. Si vous avez uniquement des questions toutes prêtes, vous n'allez rien obtenir. Il faut au contraire que vous laissiez venir les questions à partir de la parole des personnes. Et là, il se passe quelque chose, et ce qui se passe est à mes yeux proprement philosophique. Et c'est pourquoi je suis toujours très étonnée qu'en philosophie, on n'ait jamais fait d'entretien. Les philosophes ne l'ont jamais arrivé, mener d'entretien. Même Simone Veil, qui a fait un travail de terrain, elle parle de ce que des gens lui ont dit, mais c'est elle qui le rapporte, ce ne sont pas des entretiens. Et même Foucault, qui a fait ce travail en Iran, où il est quand même allé sur le terrain pendant 2 mois, c'est pareil. Il rapporte ce qui lui a été dit, mais il n'utilise pas des entretiens. Et moi, ce que j'ai voulu faire, justement, c'est utiliser l'entretien, mais justement, c'est pas du tout dans un sens analytique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dégager la psychologie des personnes, pas du tout. Il s'agit de dégager une nouvelle créativité du discours. Voilà. Et qui va produire de nouvelles formes de conceptualisation. C'est un peu ça l'idée. Mais vous avez raison de poser la question, parce qu'on peut effectivement s'interroger, et j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, sur les différentes formes d'entretien qui existent. Ce qui est sûr, c'est qu'en philo, ça n'existe pas. En philo, les philosophes estiment qu'eux, on doit faire des entretiens avec eux, hein, c'est-à-dire les interroger en tant que source de savoir, mais qu'eux n'ont pas à faire des entretiens avec d'autres. Et ça, pour moi, cette réciprocité est quelque chose d'extrêmement important. Donc, cet entretien ne relève pas plutôt d'une expérience esthétique et un dialogue en interrogeant et en participant et voir comment l'art dépasse le seul qui est philosophique pour moi et que ça revient à tout simplement une expérience esthétique. On verra ensuite. Mais non, mais je peux répondre de 2 minutes à votre question, puisque l'entretien portait effectivement sur une problématique esthétique. Vous avez raison, et ça je ne mentionne pas en fait tellement ici. En fait, oui, cet entretien, c'est une expérience esthétique d'une certaine manière, par son objet. Mais l'entretien lui-même, c'est une expérience philosophique. C'est ça que je veux dire. L'objet est esthétique, mais cette expérience de l'entretien, pour moi, c'est l'expérience proprement philosophique de l'entretien. Même si son objet, en effet, est esthétique. Donc, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, donc après cette période dont on parlait à l'instant, je quittais l'enseignement pour la profession d'infirmière, cherchant à entrer corrélativement dans un rapport direct au corps et au concret de l'existence. Donc j'ai quitté d'abord la philo, ensuite j'ai quitté l'enseignement et j'ai choisi très intentionnellement la profession d'infirmière et pas de médecin. Vous pouvez parfaitement faire les deux, mais en revanche, je voulais faire l'expérience d'une position subalterne. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. C'est-à-dire d'entrer dans un rapport au corps, qui soit un rapport dans lequel on est directement en relation avec le corps, et pas dans une position de pouvoir sur le corps. Donc pour la profession d'infirmière, cherchant à entrer corrélativement dans un rapport direct au corps et au concret de l'existence, et à faire l'expérience d'une profession réputée subalterne, et qui s'est avérée pour moi, cette profession d'infirmière, bien plus difficile et complexe que l'exercice de la philosophie. Un terrain qui n'a jamais été vécu comme tel, c'est-à-dire comme la mise à l'épreuve d'une théorie. Je ne cherchais pas du tout à mettre une théorie à l'épreuve, mais au contraire comme une pleine immersion que j'imaginais définitive. Je croyais que j'allais rester infirmière, et qui en fait a duré 10 ans. Donc je croyais avoir quitté définitivement la philo. Et comme vous pouvez le voir, je m'étais plantée. Ensuite, le retour à la philosophie, qui n'avait pas du tout été programmé lors de la rupture, s'est fait dans 2 voies bien distinctes, celle des contenus d'enseignement et celle du travail d'écriture dans les revues. C'est par les revues que j'ai aussi acquis une expérience plus variée des entretiens. Donc là, j'ai mené cette fois des entretiens dans les revues avec des chercheurs. Hein.
Et puis j'ai moi-même été interrogée dans des entretiens. Donc c'est par les revues que j'ai acquis une expérience plus variée des entretiens avec des spécialistes de telle ou telle question, des chercheurs en sciences humaines, des artistes. S'ils ne se sont jamais faits sur ce mode improvisé qui avait été ma première expérience d'entrain volant, je n'ai jamais non plus souhaité entrer dans les codifications de l'entretien d'enquête, tel qu'il se pratique couramment, et très légitimement pour d'autres raisons, dans les sciences humaines, avec ses questionnaires et ses statistiques. C'est donc dans la pratique que s'est élaborée ma, entre guillemets, méthode, une pratique laissant place à une large plasticité, mais à chaque fois orientée par un projet et intégralement nourrie de ma formation philosophique. Toutefois, ces entretiens ne constituaient pas, à proprement parler, un travail de terrain. Ils se faisaient avec des sujets très différenciés et singularisés, plus ou moins connus, mais toujours reconnus comme spécialistes, auxquels le texte décrypté et remis en ordre était ensuite soumis pour validation, modification ou reconstruction, et parfois même reconfiguration. Quoi qu'il en soit, la décision finale, sur le contenu comme sur la forme, revenait à l'interlocuteur, et l'entretien paraissait tel quel, comme l'éclairage donné par un auteur sur son propre travail, plutôt que comme la transmission de données sur telle ou telle situation. Donc, deuxième moment, cette fois, l'expérience initiatrice du milieu de nulle part. De l'intégration de l'entretien à un travail de terrain, les modalités se sont cristallisées pour moi en 2008, et c'est là que j'ai été amenée à conceptualiser véritablement ma pratique comme terrain philosophique. J'ai fait pendant un mois un travail d'entretien en Pologne avec des demandeurs d'asile, essentiellement tchétchènes, rencontrés dans des centres d'hébergement ou de rétention, sur la question des migrations. Là, il fallait organiser le travail, faire le compte des personnes rencontrées, des âges, des professions et l'origine, non pas dans une finalité statistique, mais pour mettre en évidence à la fois la diversité des conditions et des constantes dans la motivation migratoire et la violence des politiques qui la provoquent. J'ai mené 101 entretiens avec des réfugiés et 30 avec des responsables polonais, soit représentants d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, soit représentants d'organisations internationales, soit autorités administratives, soit responsables de centres, soit personnels médicaux, paramédicaux et d'intendance, et même avec du personnel policier, puisque j'ai même eu des entretiens avec des responsables de centres de rétention. Le contexte, ce qui serait absolument impossible en France. J'ai pu le faire parce qu'on était en France. Le contexte en était la montée au pouvoir en France, en 2008, d'une droite dure, ostensiblement xénophobe, initiatrice d'une politique migratoire violente. Et ce travail auprès des migrants en Pologne affirmait d'une part une réponse à cette violence et d'autre part une volonté, vis-à-vis des personnes exposées à cette violence, de marquer clairement l'existence d'une opposition déterminée à ces politiques. Donc j'y allais en tant qu'opposant politique. Et c'était très important parce que beaucoup de réfugiés polonais, de réfugiés tchétchènes auxquels j'ai eu affaire en Pologne, avaient été déjà en centre de rétention en France, avaient été retenus à l'aéroport. L'une de ces personnes était une jeune femme sur qui les violences avaient été telles à l'aéroport de Roissy qu'elle avait avorté à la suite des violences. Et donc, bien sûr, des personnes comme cela, d'emblée, me sachant française, ne voulaient pas me parler. Pour eux, j'étais des représentants de cette politique ignoble. Et donc, il fallait d'abord que je dise que j'étais une opposante politique dans mon propre pays. Et ensuite, il fallait que je dise aussi que je n'étais pas journaliste, que je n'étais pas un reporter. Ça, c'est très important. Mais que je faisais un travail qui n'allait pas paraître dans des magazines, mais qui allait faire l'objet d'un livre qui défendrait leur position politique. Et eux savaient que ce livre-là, ils ne le liraient jamais. C'était impossible. Je ne pouvais pas garder leur adresse. Il était impossible qu'ils en aient des retours. Donc ils savaient très bien dans quelle situation ils étaient
Il savait très bien qu'il ne pouvait pas attendre de moi, que je n'étais pas non plus responsable d'ONG, il ne pouvait pas attendre de moi des subsides ou une aide alimentaire ou financière quelconque. Il n'avait rien de matériel à attendre de moi. Donc je n'étais pas non plus reporter, c'est-à-dire que je n'étais pas là pour grappiller de l'information, donc je n'étais pas journaliste tout simplement, et d'autre part j'étais au courant. Voilà, ces trois définitions-là, n'être pas responsable d'ONG, n'être pas journaliste, n'être pas représentante du gouvernement du pays auquel j'appartiens, étaient absolument déterminants pour pouvoir mener les entretiens de la manière la plus libre possible. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien à attendre, ils n'étaient pas donc obligés de me mentir, mais ils n'étaient pas obligés non plus de me dire une vérité quelconque, ils avaient à me dire ce qu'ils souhaitaient dire. Voilà. Donc ce travail a été fait en collaboration avec le photographe Philippe Bazin, qui ne participait pas aux entretiens, mais était présent dans chacun des centres, où il a fait des photos des lieux. Sa position d'artiste, qui est celle d'une esthétique documentaire critique, fait pleinement écho à celle du terrain philosophique. Il en est donc sorti une publication commune, Le milieu de nulle part, éditée par Créatrice en octobre 2012, 4 ans après le travail de terrain philosophique et photographique. Vous voyez, le travail d'élaboration a été très lent, et très souvent c'est un travail très lent. Où alternent donc 3 cahiers, je suis désolée d'avoir oublié de 3 cahiers de 15 photos couleurs chacun, autour des 3 types d'espaces générés par l'administration des lieux, et les 3 chapitres du livre correspondant aux 3 questions qui structurent l'entretien. C'est-à-dire que ce n'est pas les seules questions, c'était ce qui permettait de structurer l'entretien. La première question, c'était d'où venez-vous? Autrement dit, quelles sont aussi vos motivations de départ? Qu'est-ce que c'est l'espace politique qui vous a violemment exclu et poussé à la fuite? Où êtes-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'espace politique dans lequel vous êtes actuellement, l'espace de Schengen, qui est un espace lui aussi excluant, violent, avec un droit extrêmement inique et extrêmement aléatoire, et un droit qui procède en particulier par décret et non pas par loi, qui permet en fait un arbitraire du droit total concernant les réfugiés dans l'espace de Schengen. Et troisième question enfin, où allez-vous? Question très importante, parce que jamais on me posait, on me pose d'ailleurs aux migrants, la question de leur projet. Quel est votre projet de vie? Aucun d'entre nous ne peut vivre sans projet. Aucun d'entre nous ne peut vivre sans se projeter vers l'avenir. Et ce qui précisément caractérise les politiques migratoires contemporaines, c'est qu'elles font absolument, mais non pas simplement obstacle, mais totalement écran à toute possibilité d'un projet. Elles rendent les gens perdus pour l'avenir. Elles leur font perdre leur avenir. Et pour moi, ça c'est quelque chose de très important, et c'est pourquoi je tenais à leur demander où allez-vous, ce qui signifie surtout vers quoi vous projetez-vous, que voulez-vous devenir, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Vous êtes parti, mais ce n'est pas seulement pour fuir, vous êtes parti aussi parce que vous voulez devenir quelque chose. Et donc c'est pas seulement quel est votre passé, c'est aussi quel est votre devenir. Et ça, c'est vraiment une question à laquelle tous m'ont dit que on ne les avait jamais sollicités à répondre. Excusez-moi, juste une question. Les entretiens sont passés en français ou en russe? Alors, ah oui, tiens, ça va me permettre d'aborder une question particulière, parce que, alors, en Pologne, ça a été extrêmement spécifique, mais du coup, ça a suscité une richesse, alors que ça aurait pu, au contraire, être inhibant. Donc, je m'adressais à des personnes tchétchènes, hein, dont la langue maternelle est le tchétchène. Nous avions prévu, en fait, un interface avec une Polonaise qui parlait français et tchétchène. Voilà, et donc qui pouvait faire cette interface. Or, elle est tombée malade à ce moment-là, et nous avons dû faire appel à une autre jeune femme polonaise qui ne parlait pas un mot de français, qui ne parlait pas un mot de tchétchène, et pourtant c'est elle qui a été notre interprète.
Parce qu'en fait, les interprètes, les Tchétchènes, évidemment, tous parlent russe. C'est pas leur langue maternelle, mais ils parlent tous russe. Elle, donc c'est notre interprète, parlait anglais. Donc l'interface se faisait, elle parlant russe aux Tchétchènes et parlant anglais à nous. Et ça, c'était une situation géniale. On pourrait se dire, mais personne ne se comprenait, donc c'est pas ça non plus de valeur. Et en fait, c'est tout le contraire. Nous étions à égalité, les uns avec les autres. Personne d'entre nous ne parlait sa langue maternelle. Or, normalement, dans les entretiens, il y en a toujours au moins un des deux qui parle sa langue maternelle. Là, personne ne parlait sa langue maternelle, et donc tout le monde était obligé de faire des efforts pour se faire comprendre, d'expliciter, d'analyser de manière en fait beaucoup plus approfondie les choses, de répéter, etc. Et ça a produit au contraire des entretiens extrêmement riches. Et ça, nous-mêmes, ça nous a surpris, parce qu'au départ, on était désespérés de savoir qu'on n'avait pas l'interprète qu'on voulait avoir. Et en fait, au contraire, les personnes se sont senties beaucoup plus à l'aise parce qu'ils voyaient bien que nous non plus ne parlions pas notre propre langue maternelle avec l'interprète. Et elle ne parlait sa langue maternelle non plus avec personne. Donc, du coup, il y a eu, mais tous nous pratiquions, moi je pratique l'anglais et notre interprète parlait très bien et les Tchétchènes parlaient très bien russe. Donc, chacun pratiquait une langue qui n'était pas la sienne originelle, mais quand même qu'il connaissait, mais devait faire effort et sentait que l'autre aussi faisait un effort. Et là aussi, il y avait une sorte de réciprocité, finalement, qui s'instaurait. Alors, donc la parole des entretiens est donc structurante pour le contenu du livre. Donc cette parole des entretiens, c'est-à-dire la structure d'où venez-vous, où êtes-vous, où allez-vous. Donc la parole des entretiens est donc structurante pour le contenu du livre. Le texte des entretiens s'intègre au même titre que les citations. Alors ça c'est très important. Le texte des entretiens s'intègre au même titre que les citations et références philosophiques dans un texte philosophique qui nourrit. Ça, c'est le travail final. Le travail final, c'est un texte philosophique, c'est un texte de philosophie politique. Et dans ce texte de philosophie politique, je cite les entretiens exactement comme je cite Hannah Arendt, Michel Foucault, etc. C'est-à-dire que pour moi, ça a le même statut. Ça a le statut d'un discours éclairant, dont je cherche à faire porter la valeur. Et alors, ce qui a été d'ailleurs aussi très éclairant, et là c'est une parenthèse, c'est qu'au moment de la publication, un très célèbre anthropologue français, qui aimait beaucoup ce texte, m'a proposé de le publier dans sa collection. Donc je lui dis ok, c'est super. Et puis, avec les photos, et tout, très bien. Et puis il me dit, bon, seulement avec 2 modifications. La première, c'est les photos, on ne peut pas les publier en couleur, et il faudra en enlever quelques-unes. Et donc je lui dis là, c'est un peu compliqué, c'est un travail qui a été construit de cette manière, avec ces photos-là, très spécifiquement. C'est un travail qui structure esthétique et politique, et c'est pas juste des photos d'illustration, c'est pas des photos de reportage. Donc, non, la structure, elle est telle avec les images. Et il dit, et puis l'autre modification que je te demanderai, c'est de mettre les témoignages en annexe. Et là, j'ai dit, d'abord, ce ne sont pas des témoignages. Et pour moi, je récuse totalement cette politique du témoignage, dont j'ai la plus sainte horreur. Ce ne sont pas des témoignages, ce sont des paroles d'expérience de personnes. Ce sont des gens que leur expérience a poussé à penser, à réfléchir. Ils ne témoignent pas de quelque chose, ils disent leur expérience, ils attestent d'une réflexion, ils attestent d'une pensée liée à une situation politique dans laquelle ils ont été et ils sont plongés. Et ça, c'est une parole réflexive. Ce n'est pas un témoignage. Un témoin, c'est quelqu'un qui se présente devant un juge, et c'est le juge qui va décider de la validité de sa parole. Moi, je ne suis pas un juge qui décide de la validité de la parole des gens. Mais
En fait, c'est quand même assez difficile, je pense, de séparer comme ça les deux. Non? Parce que, est-ce qu'on n'a pas toujours plus ou moins un juge intérieur? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas toujours plus ou moins une mise à distance qui fait qu'il y a une adresse à l'autre même en soi? Enfin, est-ce que tout récit n'est pas une forme de témoignage? Mais bon, à ce moment-là, tout est témoignage. Mais c'est comme ça que je verrais les choses. Voilà, c'est comme ça, moi, plutôt que je verrais les choses. Mais pour moi, dans ce cas, si c'était le cas, je ne partage pas cette définition. D'accord. Ouais. Mais si c'était le cas, la notion même du témoignage n'aurait plus de sens puisqu'elle s'appliquerait à tout discours. Mais pour moi, justement, je tiens beaucoup à cette idée que ce terme de témoignage est un terme judiciaire. D'accord, voilà. Juridique. Judiciaire. Judiciaire. D'accord, absolument. Et ce terme judiciaire, pour moi, je le réfute. D'accord. Il n'y a de témoin que parce qu'il y a un juge, un procès, et donc quelque chose... Non, quelqu'un qui le regarde de l'extérieur, alors que vous dites que c'est justement une expérience interne. Mais c'est une expérience. Un témoignage, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui est dans des termes judiciaires. Alors c'est quelqu'un qui va dire quelque chose qu'il a vu. Alors oui, c'est de l'extérieur. Alors que vous dites que vos entretiens, c'est justement une expérience. Absolument. C'est pour ces deux raisons-là. À la fois parce que pour moi, quelqu'un qui a vécu une situation n'est pas un témoin, c'est un acteur. Et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement différent. Et ensuite, parce que cet acteur, il n'a pas à se poser devant un juge, il dit ce qu'il est. On le prend comme c'est. Voilà. Et ça aussi, pour moi, c'est très important. Et pour moi, les politiques du témoignage sont destinées à destituer les gens, les personnes, de leur qualité d'acteurs politiques. C'est une destitution du sujet. Son ressenti. Alors, je ne parle pas de ressenti. Là. Pour moi, la question n'est pas ce qu'on ressent. La question est d'attester d'une expérience qui est une expérience qui donne à penser. N'importe qui peut ressentir, même un animal. N'importe qui ne peut pas penser, c'est que les hommes. Et cette capacité de penser, c'est-à-dire de produire un discours réflexif, ça, c'est une capacité spécifiquement humaine. Et quand on réduit les gens à être seulement des témoins, on les prive de cette capacité d'être acteurs de leur propre devenir et de leur propre réflexion. Et pour moi, vraiment récuser la position de témoin au profit de la position d'acteur, c'est absolument déterminant. Quand on vous dit que quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, une femme qui a été violée, elle témoigne des violences de l'armée, ben non, elle n'en témoigne pas. Elle les a vécues et elle en était pas seulement victime, elle a aussi réagi à ça, puisqu'elle vit toujours. Elle a survécu. Ça veut dire qu'elle a été capable d'intégrer ça, de le vivre, de le surmonter. Ça, c'est un travail absolument, comment dire, je ne dirais pas héroïque parce que je n'aime pas ce mot non plus, mais c'est un travail de courage, tout simplement. Et c'est récuser cette position de courage, d'action, de praxis, au sens vraiment grec du terme, d'intervention dans son propre devenir, que de réduire les gens à être de simples témoins de ce que nous disons en réalité des acteurs, c'est-à-dire de l'histoire. Et pour moi, les personnes que j'ai interrogées sont des acteurs de l'histoire. Beaucoup plus encore que je ne le suis moi-même, parce que finalement, plus on a à vivre des choses violentes, plus on est acteur de l'histoire, plus on est protégé de la violence, que un certain nombre d'entre nous sont, parmi lesquels moi, on est beaucoup moins acteurs de l'histoire. Et donc, cette question-là, alors c'était premièrement cette question, effectivement, celle de cette appellation de témoin plus, et deuxièmement, le fait qu'ils le disent, il faut mettre ces discours-là en annexe. C'est-à-dire pour lui, un grand anthropologue contemporain, spécialiste des migrations, n'importe qui, c'est pas un imbécile, c'est pas non plus une espèce de salopard, c'est pas un mec de droite, pas du tout. Non, c'est quelqu'un de tout à fait respectable, mais il était entièrement formaté et conditionné par sa formation d'anthropologue à considérer que la parole des personnes, d'abord, n'est qu'un témoignage, et ensuite que c'est une annexe, c'est-à-dire qu'il y a un discours, qui est le discours soit de l'anthropologue, soit du philosophe, et puis on met en note de bas de page ou en annexe à la fin du bouquin, finalement, les témoignages, entre guillemets, sur lesquels on s'appuie. Voilà. Et moi, précisément, je voulais exactement le contraire, c'est-à-dire que dans le thème du milieu de nulle part, encore une fois, les
textes des entretiens ont exactement le même statut que les textes d'Arnaud de Foucault que je cite. Voilà. Ou d'Aristote, ou d'autres. Alors, donc le texte d'entretien s'intègre, au même titre que les citations et références philosophiques, dans un texte philosophique qu'il nourrit. L'expérience des sujets n'y est pas présentée comme un témoignage victimaire, mais comme une parole réflexive, portée par l'expérience. Les personnes interrogées ne sont pas des spécialistes de la question migratoire, mais elles ont une authentique expertise sur sa réalité et une pensée de son vécu qui informe le texte et oriente son contenu philosophique. La parole est pour eux comme pour moi une occasion à la fois d'échanger et d'élaborer sa propre réflexion. Pour faire ce travail et entrer en contact avec ces personnes, il était donc important que je me présente pour ce que je suis par mon activité, ni une journaliste, ni une responsable d'administration, d'ONG ou d'OIG qui aurait pu leur apporter de l'aide matérielle, mais une philosophe, avec ce que ce terme signifie à mes yeux. Non pas le statut survalorisé d'un maître à penser, mais l'activité de quelqu'un qui vise à forger quelques outils d'analyse pour trouver des repérages dans son environnement social, existentiel et politique, tenter d'en faire un objet d'échange et par là même une occasion d'action commune. Voilà. Et c'est ce que disait Foucault quand il disait qu'un philosophe est une boîte à outils, tout simplement. Les trois terrains suivants, donc les trois terrains qui ont suivi celui-là, en Égypte, en décembre 2011, au Chili, en juillet-août 2012, en Turquie, en décembre 2013, seront moins nourris du point de vue de la quantité d'entretiens, et puis il y en a eu ensuite un autre terrain en Bulgarie, en 2013-2014, dont je parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, et un autre terrain dont je parlerai encore plus longuement du travail au Chili. Et puis ensuite, il y a eu un dernier en date, terrain, avant-dernier plutôt, en 2016, qui était à Calais. L'avant-dernier à Calais, donc évidemment dans le camp de Calais. Et puis ensuite, en 2016, j'ai fait un autre travail de terrain en Irlande, cette fois, mais qui lui n'a pas été, justement, j'ai essayé de faire l'expérience d'un travail de terrain qui ne contienne pas d'entretien cette fois. Et donc j'ai fait le travail de terrain exclusivement à partir de peintures murales des villes de Belfast et de Derry. Et là, je suis en train d'élaborer ce travail de terrain actuellement. C'est comme dans certaines murales des graffitis? Non, non, des vraies peintures murales, des vraies fresques murales à Derry et à Belfast. Il y a des fresques absolument magnifique. Et j'ai déjà écrit un texte là-dessus et je suis en train d'en élaborer un autre sur justement le clivage entre les fresques catholiques et les fresques protestantes, qui n'est pas du tout un clivage entre catholiques et protestants, qui est un clivage entre gauche et extrême droite. Les protestants de Belfast, qui se présentent en tant que protestants, sont en fait des fascistes. C'est pas parce qu'ils sont protestants, il y a aussi des protestants d'extrême gauche, et eux ne se présentent pas comme protestants. Donc c'est le fascisme qui est représenté par ceux qui se disent protestants, en tout cas les dirigeants protestants en Irlande, des gens comme Ian Paisley par exemple, qui a à peu près l'équivalent de Le Pen en France. Donc, ces terrains manifestent la même volonté de symétrie entre l'interrogateur et l'interrogé. Que la question s'adresse à un migrant ou à un sédentaire, à un chercheur intellectuel ou à un travailleur manuel, à un entrepreneur ou à un artisan, quel que soit l'âge, l'origine ou le genre de celui qui parle. Toute question s'adresse à un sujet supposé plus compétent dans le domaine qui fait l'objet du questionnement que celui qui l'interroge. Mais toute question suppose aussi une orientation de celui qui la pose, un projet qui détermine et motive l'appel à la compétence de l'autre, en même temps qu'une aptitude à réorienter
ou à infléchir le projet en fonction des réponses et de la réactivité de l'interlocuteur. Toute une stratégie réflexive se noue ainsi autour de l'entretien, liée aussi au lieu où il se déroule, comme inscription spatiale du terrain intersubjectif dans un territoire géographique. Donc, troisième point, les formes différenciées de l'immersion. Outre l'inscription dans l'espace, la question du temps de présence est déterminante. Un terrain de court terme, 10 jours par exemple, ce qui était le cas sur mon terrain en Égypte, ne se gère pas comme un terrain un peu plus long, un mois, comme c'était le cas en Pologne ou en Bulgarie, et encore moins comme une immersion de plusieurs mois. Ce fut le cas pour Simone Veil et Robert Minard en milieu ouvrier, ou une expérience de plusieurs années, comme c'était le cas pour moi, dans les hôpitaux et en Angola et au Sierra Leone comme infirmière. Puisque j'ai fait en fait un travail avec une émission avec les Médecins sans frontières. Sur le long terme, l'expérience oblige à devenir soi-même l'objet du travail de terrain, à guetter ses propres habitudes et modifications de comportement pour saisir l'impact des conditions qu'on veut étudier. Mais aussi, comme le montre Erwin Goffman, en mettant au point la méthodologie de l'observation participante, qu'il a mise au point avec Howard Baker, à jouer du dedans-dehors dans le système de l'observation. Dans la mesure même où, comme le conceptualise Digital, l'objet observé, contrairement à l'objet naturel des sciences exactes, n'est pas étranger à notre humanité, il sera bien plus efficace de tenter de le comprendre de l'intérieur que de l'expliquer de l'extérieur. Dans le travail, très empirique dans sa visée littéraire et intentionnellement peu conceptuelle d'un auteur comme George Orwell, on peut repérer 3 formes du rapport au terrain dans 3 ouvrages différents. Et donc là, je cite le cas d'Orwell parce qu'il me semble pouvoir permettre d'interroger justement ce rapport au terrain. Il y a 3 ouvrages qu'il a écrits et qui ont supposé de sa part un travail de terrain. Le premier s'intitule « Dans la dèche, à Paris et à Londres, en 1933 ». Le deuxième, c'est le Quai de Wigan, en 1937. Et le troisième, c'est Hommage à la Catalogne, en 1938. Dans la dèche, à Paris et à Londres, se présente comme une observation masquée. Orwell y emprunte le déguisement d'un clochard pour pénétrer journellement, pendant quelques mois, les milieux de la marginalité sociale française et anglaise. Ses interlocuteurs ignorent sa véritable identité et les discussions qu'il a avec eux sont biaisées par cela. Ça, c'est le premier ouvrage. Deuxième ouvrage, donc en 1933. Deuxième ouvrage, donc le Quai de Wigan, 1937, se présente comme une intention assumée d'enquête de terrain qui met l'intervenant en situation d'observation participante, assumant ses différences avec le milieu qu'il investit pour tenter de le comprendre et de mettre en évidence, corrélativement, le caractère inacceptable des discriminations de classe qu'il voit à l'œuvre et les éléments qui manifestent une supériorité de fait des classes réputées inférieures, une authentique compétence des subalternes. Troisième ouvrage, Hommage à la Catalogne, ne se donne pas pour fin l'enquête ou l'observation, mais aboutit à les produire par l'inscription active et militante sur le terrain de la guerre d'Espagne. Puisque Orwell l'a écrit en pleine guerre d'Espagne, en fait, il a fait ce terrain en pleine guerre d'Espagne, et il en est revenu effectivement en dénonçant tout ce que Malraux était bien gardé de dénoncer, c'est-à-dire l'extermination de toute la partie, de tout le mouvement anarchiste par les staliniens sous le prétexte de résistance au franquisme. Autrement dit, en l'occurrence, c'est les staliniens qui ont été complices des franquistes et qui finalement qui leur ont perdu la présidence. Il y a donc une forme du travail de terrain qui ne vise pas à l'enquête, dont l'immersion, ou à un moindre degré l'efficacité, n'est pas le moyen mais la fin.
C'est ce qui définira pour nous le terrain philosophique, une façon d'atteindre par l'expérience ce qui pourrait, dans une possible relation à d'autres, transgresser la part des déterminants de classe. On en prendra 3 exemples déjà mentionnés. Le travail de Simone Veil en usine autour de 1936, publié sous le nom de La condition ouvrière en 1951. Celui de George Orwell, c'est d'ailleurs 1951, c'est-à-dire à titre posthume, déjà. Celui de George Orwell chez les mineurs du nord de l'Angleterre dans le quai Vigan, paru en 1937. Et le 3e, je ne l'ai pas encore mentionné, celui de Robert Linhart aux usines Citroën dans l'Établi, paru en 1978. Et je rappelle que la formation initiale de Linhart, c'est la philosophie. Et professeur ici. Et professeur ici. Il est Linhart? Il a été professeur. Ah, il a été, oui, il a été. Si, il enseigne. Oui, il a été. Ah, oui, il enseigne. Il s'est placé, il n'a pas. Il est parti à la retraite il y a 6 ans. Il n'a pas vu ici, oui. Oui. Il y a sa fille qui a vu quelque chose. Oui, qui a fait. Oui, c'est ça. Oui. Dans Dans les 3 cas, donc celui de Simone Veil, celui d'Orwell, celui de Roger Linhart, de Robert Linhart, pardon, dans les 3 cas, un intellectuel issu des milieux bourgeois, c'est le cas pour tous les 3, tente une approche. Un patricien cultivé tente de mener une vie plébéienne et se trouve affronté à ses propres insuffisances, aussi bien pratiques que théoriques, pour aborder ces terrains. Et ça, c'est très important, d'avoir conscience de ses propres insuffisances sur ce terrain, c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure, finalement, d'une supériorité du subalterne. Et donc, je donne les 3 exemples à travers simplement des citations. 1936, Simone Veil, lettre à Auguste Deneuf, qui est en fait le responsable d'usine qu'il a autorisé à faire à entrer dans son usine comme ouvrière. Et auquel elle veut faire comprendre ce qu'il fait subir à ses propres ouvriers. Et précisément, elle n'y arrive pas. Donc je la cite. Si je vous dis par exemple que le premier choc de cette vie d'ouvrière a fait de moi, pendant un certain temps, une espèce de bête de somme, que j'ai retrouvé peu à peu le sentiment de ma dignité, seulement au prix d'efforts quotidiens et de souffrances mentales épuisantes. Vous êtes en droit de conclure que c'est moi qui manque de fermeté. D'autre part, si je me taisais, ce que j'aimerais bien mieux, à quoi servirait-ce que j'ai fait cette expérience? Je suis entrée à l'usine avec une bonne volonté ridicule. Et je me suis aperçue assez vite que rien n'était plus déplacé. On ne faisait appel en moi qu'à ce qu'on pouvait obtenir par la contrainte la plus brutale. Vous voyez, c'est ça qu'elle montre. La question n'est pas celle du travail manuel, c'est celle du fait que ce travail manuel est destiné à dégrader celui qui le fait, c'est-à-dire à le placer en position de soumission. De légères différences de salaire peuvent aussi, dans certaines situations, affecter la vie elle-même. Dans ces conditions, on dépend tellement des chefs, et c'est bien de ça qu'il s'agit, de ce rapport de soumission et de subordination. On dépend tellement des chefs qu'on ne peut pas ne pas les craindre. Et, encore un aveu pénible, il faut un effort perpétuel pour ne pas tomber dans la servilité. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire là. C'est que cette tentation d'asservité, et finalement probablement ce basculement à certains moments dans la servilité, eh bien elle-même est tombée. Il est impossible